La Terre est actuellement la seule planète de l'univers connu qui soit capable d'abriter la vie. Pourtant, notre galaxie abrite plus de 200 milliards d'étoiles, et au moins autant de planètes qui orbitent autour. Du coup, à quel point le cosmos est-il propice à la vie? Sans avoir encore la réponse à cette question, la dernière génération de télescopes nous a offert un premier aperçu de ces mondes et de leurs propriétés, et avec lui l'espoir qu'un jour on finisse par comprendre les conditions qui ont permis à la Terre d'accueillir les algues, les corgis, les cachalots, les pétunias, les ornithorynques, les spatules rosées, les galinettes cendrées, les fourmis pandas... Depuis la découverte des exoplanètes, ces planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que notre Soleil, le but ultime, c'est de trouver des mondes similaires à notre planète bleue, des planètes habitables. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Une planète habitable, c'est une planète dont l'environnement est propice au développement de la vie telle qu'on la connaît. Plus précisément, et pour des raisons qu'on va développer, c'est une planète qui possède de l'eau liquide à sa surface. L'idée, c'est que si on place de la vie sur une planète habitable, elle peut survivre et prospérer. Parce que c'est bien connu... Petite précision, n'en déplaise aux médias les plus sensationnalistes, qui nous imaginent déjà parcourir les forêts d'Andorre et les plaines de Pandora, une planète habitable n'héberge pas forcément la vie. L'habitabilité exprime une potentialité, pas une réalisation. Et savoir si une planète est habitée ou non est une autre question qu'on abordera dans un autre épisode. Mais que sait-on réellement de ces mondes? Alors déjà, pour faire une planète habitable, il vous faut plusieurs ingrédients. L'ensemble de la vie telle qu'on la connaît, du plus mignon des tardigrades au plus moche des ratopnus, est essentiellement constitué de 4 briques élémentaires. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Le carbone en particulier joue un rôle primordial. Il est l'ossature des molécules essentielles à la vie. Sa capacité à former jusqu'à 4 liaisons chimiques avec d'autres atomes lui permet de construire des assemblages d'une complexité remarquable, comme l'ADN ou les membranes de nos cellules. Ces assemblages de carbone, on les appelle des molécules organiques. Le carbone n'est pourtant pas le seul à pouvoir remplir ce rôle. Le silicium, présent sur Terre essentiellement dans les roches et le sable, possède les mêmes propriétés chimiques que le carbone, notamment le fait de pouvoir former lui aussi 4 liaisons chimiques. Mais il est aussi beaucoup plus lourd, ce qui le rend moins pratique pour garder la cohésion entre les atomes. On peut imaginer que des créatures de silicium ressembleraient à des sortes de cristaux vivants, comme la science-fiction aime bien en produire. Mais si l'hypothèse d'une vie basée sur le silicium n'est pas à rejeter, elle paraît aujourd'hui peu probable. L'eau existe un peu partout dans l'univers depuis environ 12 milliards d'années. On en a trouvé sous forme gazeuse dans les comètes et les nuages interstellaires, sous forme de glace sur de nombreuses planètes et lunes de notre système solaire, et sous forme liquide dans les lacs, les océans et les piscines de notre planète. Pourtant, la Terre est à ce jour la seule planète connue capable d'abriter des étendues d'eau liquide à sa surface. Et la présence de la vie sur notre chère planète bleue leur doit sans doute énormément. À cause de sa structure en tête de Mickey, la molécule d'eau est asymétrique. H2O est un dipôle, un peu comme un aimant, qui casse facilement les liaisons chimiques de ceux avec quoi l'eau entre en contact. Résultat, les autres molécules s'y dissolvent très bien et les réactions chimiques complexes s'y produisent plus rapidement et plus efficacement que dans n'importe quel autre liquide. Elle érode les sommets, les montagnes, le toit du monde. L'eau triomphe toujours. L'eau a aussi l'avantage de rester liquide dans une large gamme de températures et de pression, ce qui en fait un milieu stable et donc idéal pour atténuer les variations de l'environnement et ainsi protéger la vie. Pourtant, on peut concevoir que la vie puisse se développer dans un autre solvant que l'eau. La surface de Titan, une des lunes de Saturne, est ponctuée d'immenses étendues liquides. Comme les températures avoisinent les – 180 degrés Celsius, ces mers et ces lacs ne sont pas remplis d'eau. Ils sont remplis d'hydrocarbures, comme le méthane et l'éthane, et il existe même sur Titan un véritable cycle du méthane, à l'image du cycle de l'eau sur Terre. Personne ne sait ce qui pourrait se développer dans les lacs sombres de Titan. Pour en avoir le cœur net, il faudrait pouvoir y plonger. Et si des créatures y habitent, une chose est sûre, elles ne ressemblent à aucune forme de vie connue. Mais même en gardant l'esprit ouvert, et pour les raisons que je viens de citer, il semble difficile, à l'état actuel des connaissances, d'imaginer la vie apparaître dans un autre milieu que l'eau liquide. Dans la nature, la façon la plus efficace pour un organisme vivant de s'alimenter, c'est de capter la lumière du soleil, que ce soit directement, par le biais de la photosynthèse, ou indirectement, en mangeant un organisme qui capte la lumière du soleil, ou en mangeant un organisme qui a mangé un organisme qui capte la lumière du soleil. Vous me suivez? C'est comme
les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Rien de tel donc que la chaleur d'une étoile pour permettre à la vie de fleurir, littéralement. Mais si l'envie vous prend de kickstarter l'apparition de la vie sur une planète extrasolaire, prenez garde à bien choisir votre étoile. Si elle est trop massive, disons plus massive que 2 soleils, sa durée de vie sera inférieure à 1 milliard d'années, trop courte pour permettre à une vie complexe de se développer. À première vue, les naines rouges, des étoiles bien plus petites et plus froides que le Soleil, offrent un compromis intéressant. Elles constituent 80% des étoiles de notre galaxie et sont capables de rayonner des milliers de milliards d'années durant. Mais leur vie est agitée et elles sont sujettes à de violentes éruptions stellaires qui peuvent doubler leur luminosité en l'espace de quelques jours, voire quelques minutes. Ce qui peut être problématique pour une planète dans le voisinage. Mais bon, qui sait ? Est-ce qu'une planète gazeuse comme Jupiter pourrait abriter la vie ? C'est la question à laquelle 2 chercheurs de l'université de Cornell, Carl Sagan et Edwin Salpeter, se sont attelés très sérieusement dans le milieu des années 70, à l'époque des premiers clichés détaillés du géant du système solaire. Dans un élan de spéculation, éclairé par les connaissances de l'époque, Sagan et Salpeter ont imaginé un écosystème fictif et plausible constitué de 3 types de créatures qui pourraient s'épanouir dans les hautes couches de l'atmosphère de Jupiter. Il ne s'agit pas ici de déterminer si ces créatures existent vraiment, mais plutôt de savoir dans quelles conditions les lois de la physique et de la chimie pourraient autoriser leur existence. À la base de la chaîne alimentaire se trouvent les plongeurs, de petites bulles de composés organiques qui naissent dans les hauteurs de la troposphère et s'enfoncent dans les profondeurs pour y mourir. Si assez de plongeurs s'assemblent au cours de leur vie, ils deviennent alors des flotteurs, d'immenses créatures de la taille d'une ville qui dérivent aveuglément au fil des vents de Jupiter en pompant l'hélium de l'atmosphère et en se nourrissant des molécules organiques de son environnement. Enfin, les prédateurs de ce monde sont les chasseurs, des créatures fuselées et rapides qui se nourrissent des protéines et de l'hydrogène des flotteurs. Cette vision poétique n'a malheureusement pas survécu à l'épreuve du temps. De ce qu'on sait maintenant de Jupiter, les rafales intenses qui parcourent son atmosphère entraîneraient rapidement toute molécule un peu complexe dans les couches basses de la planète où elle serait réduite à néant par les conditions infernales de température et de pression. Les chances de voir la vie apparaître sur une planète gazeuse nous semblent donc très réduites. C'est pourquoi notre recherche des planètes habitables est aujourd'hui cantonnée aux planètes rocheuses, avec une surface. En particulier, l'interaction entre l'eau liquide et la roche semble nécessaire pour concentrer suffisamment de briques de la vie au même endroit et augmenter les chances qu'elles réagissent entre elles. Le dernier ingrédient qui contribue à rendre une planète habitable, et celui qu'on comprend encore le moins à l'heure actuelle, c'est son atmosphère. L'atmosphère de la Terre nous offre une couche protectrice salutaire, contre les rayonnements énergétiques du Soleil déjà, mais aussi contre les rayons cosmiques, ces particules chargées qui se baladent à grande vitesse dans l'univers, ce que les molécules de la vie n'aiment pas trop. L'atmosphère offre aussi des conditions de pression nécessaires à notre planète pour que l'eau à l'état liquide puisse exister à sa surface. Mais si une planète tient à garder son atmosphère, histoire de rester habitable, elle doit absolument avoir une masse suffisante, et donc une gravité qui évite à ses molécules les plus légères de s'échapper trop vite. C'est ce qui est arrivé à la planète Mars, qui, au fil des milliards d'années, a perdu une énorme fraction de son atmosphère au gré de la chaleur et des vents solaires. De l'atmosphère initiale de Mars, il ne reste aujourd'hui plus qu'une couche si ténue que la pression à sa surface est 100 fois plus faible que sur Terre. Sa surface, quant à elle, n'est plus qu'un désert stérile et balayé par des milliards d'années de rayonnement UV. Si la vie existe sur Mars, et on parle ici de microbes et d'organismes très simples, sa seule chance se trouve probablement dans les profondeurs de la planète, où la pression est suffisante pour créer des poches d'eau liquide. Une fois que vous avez réuni tous ces ingrédients, laissez mijoter votre planète quelques milliards d'années durant, et avec un peu de chance, dégustez pendant que c'est encore vivant. Bon, maintenant qu'on a déterminé les ingrédients qui rendent une planète habitable, encore faudrait-il les trouver, ces mondes habitables. Et il faut bien avouer qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore la technologie pour zoomer sur ces exoplanètes comme on zoomerait sur Mars, ou pour y envoyer une sonde. Nos informations se limitent pour le moment à leur taille, à leur masse, à la distance à leur étoile, et au temps qu'elles mettent à en faire le tour. Et parfois, quand on a vraiment de la chance, on peut glaner quelques informations basiques sur leur densité et la composition de leur atmosphère. Et donc en pratique, pour détecter des mondes prometteurs, une bonne méthode est de vérifier s'ils se trouvent dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Prenez la Terre et bougez-la plus près du Soleil, vers l'orbite de Vénus. À un certain point, sa surface est tellement cuite par le Soleil que toute l'eau finit par s'évaporer. Et là, c'est game over pour la vie sur la planète. Maintenant, prenez la Terre et éloignez-la du Soleil, au-delà de l'orbite de Mars. Comme elle reçoit moins d'énergie du Soleil, sa température diminue et toute l'eau finit par geler, ce qui transforme notre planète en une gigantesque boule de glace. Entre ces deux orbites extrêmes se trouve la zone d'habitabilité. C'est dans cette zone autour du Soleil, ni trop chaude ni trop froide, que l'eau à l'état liquide peut exister à la surface de la planète.
Mais la zone d'habitabilité n'est pas qu'une question de distance. La nature et l'âge de l'étoile autour de laquelle tourne la planète que vous visez vont aussi entrer en jeu. Comme les étoiles sont plus chaudes à mesure qu'elles vieillissent, comme on l'a vu dans l'épisode 1, leur zone d'habitabilité va s'éloigner de plus en plus au fil des milliards d'années. Dans le système solaire, la Terre et Mars sont les seules planètes à appartenir à la zone d'habitabilité. Notre planète en particulier est à la limite interne de la zone et compte bien y rester encore pendant un bon milliard d'années. Sur les 3500 exoplanètes confirmées qu'on recense aujourd'hui, seule une cinquantaine résident dans la zone d'habitabilité de leur étoile, pour la plupart des naines rouges. Et de ces planètes, une petite dizaine seulement constituent de sérieux candidats à l'habitabilité, en termes de similarité avec la Terre. Parmi les plus prometteuses, on peut trouver Proxima b, à 4 années-lumière d'ici, qui orbite autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous. Ou encore 3 planètes du système Trappiste 1, à moins de 40 années-lumière d'ici. À quel point ces planètes habitables sont communes dans l'univers, personne ne le sait. Mais les premières estimations laissent présager qu'elles se compteraient en dizaines de milliards dans notre galaxie. La zone d'habitabilité constitue un bon point de départ à notre quête d'un monde hospitalier. Mais rien ne nous oblige à penser que ces mondes habitables s'arrêtent aux planètes qui orbitent sagement autour de leur étoile. Imaginez une planète nomade, éjectée de son système solaire d'origine et dérivant à l'infini dans le vide interstellaire. Et pourquoi pas des lunes d'une planète gazeuse? Dans le cas des planètes nomades, des calculs ont montré qu'il n'est pas impossible qu'un océan d'eau liquide se cache sous la surface d'une planète de 4 fois la masse de la Terre, sous 10 km de glace, chauffée par la chaleur irradiée par le cœur de la planète. Mais détecter ces mondes nomades est un énorme défi. On en connaît à peine une petite dizaine aujourd'hui, et attester de leur habitabilité restera encore longtemps hors de notre portée. Pareil pour les lunes des géantes gazeuses. Aujourd'hui, les survols des lunes de Jupiter et de Saturne suggèrent fortement que certaines d'entre elles, comme Europe et Encelade, possèdent des océans d'eau liquide cachés sous une épaisse croûte de glace. Ces océans ne seraient pas chauffés par la lumière du Soleil, il est beaucoup trop loin, mais plutôt grâce aux forces de marée des planètes géantes. Ces forces de marée provoquent d'intenses frottements entre les couches de roches, ce qui dégage de la chaleur jusqu'à faire fondre la glace en profondeur et maintenir un océan liquide. En gros, sous la surface de ces lunes glacées, il y a de la pression, de l'énergie, des minéraux issus du noyau et probablement des molécules organiques complexes. Autant d'ingrédients connus pour rendre un monde habitable. Mais si Europe et Encelade constituent des cibles de choix pour la recherche de la vie dans le système solaire, analyser l'habitabilité souterraine d'une exolune, une lune d'exoplanète, demandera des instruments bien plus puissants que ceux qu'on a à l'heure actuelle. Mais poussons le concept d'habitabilité encore plus loin. Et si la vie a pu apparaître sur Terre, non seulement parce qu'on se trouve à la bonne distance de notre étoile, mais aussi à la bonne distance du centre de la Voie lactée. Autrement dit, est-ce que notre galaxie n'aurait pas, elle aussi, une zone d'habitabilité ? Cette zone d'habitabilité galactique pourrait prendre la forme d'un anneau qui entoure le centre de la galaxie et dont les limites seraient vaguement définies avec les arguments suivants. Si vous êtes trop loin du centre de la galaxie, il manquera au milieu interstellaire les éléments chimiques lourds, comme le fer ou le nickel, qui sont nécessaires pour former des planètes rocheuses. A l'inverse, si vous êtes trop près du centre, la forte densité d'étoiles vous exposera plus souvent à des supernovées destructrices et des rayonnements énergétiques qui stériliseraient la surface de votre planète pendant des milliards d'années. Mais l'idée de zone d'habitabilité galactique, aussi séduisante soit-elle, est une notion assez critiquée dans la communauté scientifique, parce qu'on manque encore d'informations pour quantifier tous ces risques avec précision. De ce qu'on sait en 2018, l'intégralité de la galaxie pourrait bien être habitable. À peine un quart de siècle nous sépare de la découverte du premier monde au-delà de notre système solaire. La science des exoplanètes est encore très jeune, et les limites du possible et de l'impossible concernant l'émergence de la vie dans le cosmos restent encore à déterminer. Tout reste à faire, mais les progrès sont palpables, et les prochaines décennies promettent d'apporter un lot de données sans précédent qui nous aideront certainement à répondre à la plus grande question de tous les temps: sommes-nous seuls dans l'univers ? La question de l'habitabilité est un sujet qui me tient à cœur, et les récents développements sont vraiment fascinants à observer. Si ce sujet vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à me poser vos questions, je répondrai à quelques-unes dans le prochain épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie à cette playlist de conférences animées par des spécialistes français de l'habitabilité planétaire. Et comme d'habitude, vous retrouverez les liens vers les conférences ainsi que toutes les références utilisées pour cet épisode dans le doobly-doo. À très vite.